Muhammad Ali, ladies and gentlemen. Oui, mes très chers téléspectateurs de la chaîne Genor TV, nous vous disons encore merci pour votre fidélité à cette chaîne. Je crois que c'est la deuxième émission qui porte sur les droits pour tous, avec les mêmes invités que nous avions invités la fois passée. Je vous avais dit que c'est avec lui que nous allons commencer à animer cette émission. C'est un professionnel des droits. Il n'est pas n'importe qui, je crois. Dans notre première émission, nous avions eu le temps de le présenter et lui-même avait parlé de lui. Il s'agit de maître Dieudonné Ntamboué. Il est avocat au barreau d'Andio Katanga. Oui. D'accord. C'est avec lui que nous allons pouvoir épiloguer sur les questions juridiques. Je crois que cette émission est à l'obédience juridique. C'est une émission pédagogique qui va pouvoir aider tous les professionnels des droits. Vous avez des questions par rapport à son exposé, vous les posez. Si vous êtes sur WhatsApp, vous envoyez les questions sur WhatsApp et nous allons les poser à notre invité qui va vous donner les réponses. Je suis très content d'être encore avec lui sur le plateau. Je crois ceux qui avaient suivi la première émission, ils étaient très contents. Ils m'ont appelé vraiment pour nous féliciter. C'est avec lui que nous allons encore analyser aujourd'hui. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. La fois passée, nous avions abordé une question très importante sur les crimes qui sont susceptibles d'être connus par la Cour pénale internationale. Mais cette fois-ci, nous allons parler sur la même Cour, la Cour pénale internationale. Nous allons parler de sa création, oui, de sa composition et de son administration. C'est autour de ces questions-là que nous allons pouvoir parler. La fois passée, nous avions parlé des crimes qui sont susceptibles d'être connus par la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, nous allons parler de cette Cour, de sa création, oui, de sa composition et de son administration. Parlez-nous d'abord de cette Cour-là. Comment est-ce que cette Cour a été créée et quelle était l'intention qui avait motivé les créateurs de cette Cour? Si c'est une organisation mondiale, bon, quelle était l'intention qui avait motivé les animateurs de cette organisation pour créer cette Cour-là? Ils étaient animés par quelle intention? Merci. En fait, l'intention de créer une juridiction internationale remonte il y a des siècles. Et ce besoin a accru avec les cruautés qui ont eu lieu dans le monde après la Première Guerre mondiale. Déjà après la guerre mondiale, et les gens, la conscience internationale, la conscience humaine a été ébranlée, et les gens se sont mis autour à réfléchir comment ne pas laisser ces actes de cruauté impunis. Il fallait mettre en place une justice qui puisse sévir quiconque procède aux violations massive des droits humains, avec la tentative de création de sociétés nationales, société internationale, SN,
qui est précurseur de l'ONU. De l'ONU, oui, oui. C'était à partir du moment où il y a eu des études pour mettre en place une justice internationale. Mais ça a capoté. C'est ce qui a amené la Deuxième Guerre mondiale. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, les intellectuels se sont réunis et ils ont créé, ils ont transformé la société nationale en Organisation nationale des Nations Unies. Et à son sein, il y a une commission chargée des droits internationaux pour mener les études. Et c'est cette commission qui avait proposé dès lors qu'on puisse créer une cour qui soit permanente et qui puisse connaître les crimes internationaux partout où ces crimes seraient commis. Sur base des traités, des statuts, puisqu'il y avait eu organisation de procès à Nuremberg, en Allemagne, les alliés à la tête avec les États-Unis, ils avaient mis en place les juges internationaux pour juger les vaincus. Les Allemands qui étaient à la base de la guerre, on a organisé les procès de Nuremberg et même de Tokyo au Japon. Il y a eu des procès, c'est sur base de ces procès que on a débouché, on a tenté de mettre en place les statuts de Rome. De même avec la résolution qui a créé le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui ont précédé la création de la Cour pénale internationale. Et l'objectif poursuivi, c'était de mettre fin à l'impunité qui a caractérisé l'histoire humaine, où les forts peuvent bouffer les faibles comme ils veulent, et où les rois peuvent tuer, violer, mener une guerre, exterminer des races humaines, de tous les villages entiers, sans qu'il n'y ait aucun jugement qui puisse les punir. C'est alors, dans ces cas-là, qu'on a commencé les contacts diplomatiques qui ont fini par l'organisation à Rome de cette conférence qui a pris le 17 octobre 1998 mettre en place les statuts de Rome créant la Cour pénale internationale avec l'objectif de punir tous les crimes. Nous avons parlé l'autre fois de la compétence des crimes dans ces pays, les 4 crimes qu'on avait, après débat, retenus, avec possibilité de revoir encore d'autres crimes qu'on pouvait mettre dans la catégorie des crimes internationaux. Mais en attendant, les crimes de génocide prévus à l'article 6 du statut, c'est les crimes contre l'humanité prévus à l'article 7 du statut, c'est les crimes de guerre prévus à l'article 8 du statut, et l'article 8 bis prévoit les crimes d'agression. Donc, à partir du moment où ce statut a été ratifié par 120 États, il faut tout de suite le dire que c'est à la suite du dépôt des instruments de ratification de la RDC qui a permis, c'est ce qui a permis à la Cour, à la CPI d'entrer en vigueur avec le dépôt de 11 avril 2002 dans les lots de 10 États qui ont déposé le même jour. Elle a permis à la CPI d'entrer en vigueur le 1er juillet 2002 et elle a été opérationnelle. Et il faut dire aussi que la CPI a au moins une relation mystérieuse, une relation d'amour avec notre pays, puisque la RDC a permis à la CPI d'entrer en vigueur par le dépôt
de son statut, les instruments de ratification. De ratification, oui. Mais aussi c'est la CPI, et c'est la RDC qui a donné à la CPI, nous allons le voir plus tard, le premier prévenu. Le premier prévenu de la CPI. Qui a la première affaire qui a été déférée à la CPI. Voilà. C'est la RDC qui a déféré. Donc à partir de ces années... À partir du 1er juillet 2002, la Cour est entrée en vigueur. Donc le premier prévenu que les juges de la CPI avaient jugé provenait de la RDC. C'est Thomas Lubanga. Thomas Lubanga. Oui. Voilà. Qui a été... c'est une affaire, c'est un prévenu que la RDC a eu à soumettre à la CPI en reconnaissant qu'il n'était pas en mesure d'organiser équitablement son procès et que la Cour pouvait connaître et enquêter sur le territoire congolais et juger tous les faits, tous les crimes commis par Thomas Lubanga. D'accord, maître. Est-ce qu'il y a eu aussi des pays non signataires de cette charte de Rome? Effectivement, j'ai parlé... Des pays qui ne sont pas membres de il y en a. J'ai parlé à ces jours, la CPI comme membre, si je ne me trompe pas, on était à 124, avec le retrait de Burundi. On est resté à 123. L'Afrique du Sud n'est pas encore retirée, encore membre. Elle avait l'intention de se retirer. C'était la Gambie. C'est le président qui avait annoncé. Mais la justice avait annulé la décision. Et jusque-là, l'Afrique du Sud est membre. 123 membres. C'est 120 membres qui avaient ratifié, signé les statuts. Mais selon les prescrits des statuts, c'est quand le secrétaire général de l'ONU aurait réceptionné 60 ratifications, c'est à partir de ce moment-là que la Cour devrait entrer en vigueur. Et quand on a déposé la 60e ratification, et la Cour était entrée en vigueur le 1er juillet 2002, comme on l'a dit. Vous allez voir, il y a plusieurs États, il n'y a que 123 membres, donc tous les États ne sont pas membres. Il y a les États qui sont membres, mais là, les États qui sont déjà membres, quelle est la procédure s'ils veulent se retirer de cette Cour? La procédure de retrait, c'est dire d'annoncer. Vous annoncez, suffisamment d'annoncer. Vous annoncez, vous déposez votre demande de retrait auprès du secrétaire général. Comme vous aviez déposé la ratification, le dépositaire c'est le secrétaire général de l'ONU. Quand vous déposez, et l'entrée, le retrait devient effectif une année après. Il ne suffit pas de déposer, mais le dépôt devient effectif une année après le dépôt de votre demande de retrait. C'est simple. Donc, on a 123 membres qui sont États membres de ces pays qui ne sont pas signataires de ces statuts-là. Est-ce que la CPI peut connaître les crimes commis dans ces pays? En principe, la CPI, comment la CPI est saisie, mais nous allons quand même effleurer la matière en précisant que la CPI est saisie, est compétente, devient compétente pour connaître les crimes qui sont commis sur l'étendue d'un État à la demande de cet État. De cet État-là. Un État qui est membre. En ratifiant le statut de Rome, un État accepte la compétence de la Cour. Par la ratification, que la Cour est compétente pour venir chez moi, dans mon pays, enquêter sur les crimes de sa compétence. Et quand il y a des crimes qui sont commis, c'est l'État qui peut déférer. Ça, c'est... vous voulez dire que les pays qui n'ont pas ratifié ne reconnaissent pas la compétence de la CPI. Ils ne reconnaissent pas la compétence. C'est qu'eux-mêmes sont compétents. Donc ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas la compétence de la compétence. C'est qu'eux-mêmes sont capables. Donc la CPI ne peut pas se déplacer et commencer à mener l'enquête. Donc ils sont capables de connaître tous les crimes qui seront perpétrés dans leur pays. Bon, tous les pays sont capables.
Parce que le fait de ne pas reconnaître la compétence de la Cour. Le principe, c'est que... Ça sous-entend que vous êtes compétent de connaître tous les crimes. Effectivement. Parce que vous avez dit ici qu'en 2002, quand la RDC avait déféré Thomas Lubanga à la Cour, c'est parce que lui-même et elle-même, la RDC, s'était retrouvée incompétente de connaître les crimes perpétrés par Thomas Lubanga. Non, ce n'est pas par rapport à la compétence de connaître. C'est-à-dire, la RDC, quand le pays reconnaît qu'il y a défaillance de son appareil judiciaire, de connaître ces crimes, de mener à bien les enquêtes. Ce sont les crimes, les faits sophistiqués, il y a beaucoup de moyens qu'il faut mettre en place, il faut des déplacements, il faut les juges qui soient en mesure de se mouvoir, de mener en toute indépendance. C'est le pays le même qui connaît que non, mon appareil judiciaire a des problèmes pour ce moment. Et vous, ce pays, vous pouvez venir enquêter et juger ces gens-là. Et ou même à la disposition. Ce n'est pas que le pays, en mettant cela, n'est pas compétent. Non, la compétence d'abord revient à l'État. Donc, le système des nations, de droit international, contenu dans le statut de Rome, il faut retenir une chose, que le statut de Rome prône la complémentarité de la CPI par rapport aux juridictions. Ce sont les juridictions nationales qui sont d'abord habilitées à connaître ces crimes internationaux. Voilà. La CPI vient en appui, subsidiairement. Au cas où il y a des difficultés, où il n'a pas volonté, où l'État n'a pas volonté de connaître. C'est à ce moment-là que la CPI s'ingère. Maintenant, pour revenir à la question, un État qui n'est pas membre, la CPI ne peut pas aller s'ingérer dans ses affaires. Connaître les crimes commis là-bas. À moins, il y a des possibilités. Soit que le conseil de sécurité puisse saisir la CPI, le procureur, la Cour, se basant sur l'application des chapitres 7 de la charte, il peut saisir d'un cas qui est commis sur l'étendue d'un État non membre de la CPI. Et le Conseil d'État peut saisir la CPI et la CPI, dans ce cas-là, devient compétente pour connaître ces cas-là. Et maintenant, la procédure c'est ce que la CPI, ce que le Conseil de sécurité a fait dans les cas de Soudan, qui n'était pas membre, avec le président Al-Bashir. C'est le conseil de sécurité qui avait saisi la CPI. Et la CPI a lancé le mandat d'arrêt contre le président El-Bashir, que les pays africains n'ont pas voulu exécuter ce mandat au nom des souverainetés, au nom des privilèges qui seraient accordés au président de la République. Si ce pays-là, le pays requis, qui n'est pas membre de la CPI, si il refusait de déférer cet infracteur ou ce criminel à la CPI, selon la demande du Conseil des Nations Unies, quelle sera la suite? Est-ce que la CPI ou le Conseil de sécurité des Nations Unies va s'imposer pour prendre les messieurs, ou ça sera comment? En fait, la CPI fonctionne sur base de contrats de collaboration avec les États. D'abord, la CPI n'a pas une armée. Même la police, pour exécuter ses mandats. Mais elle peut collaborer avec... Mais elle collabore avec les États. La police, l'Interpol. Oui, c'est l'État, ce sont les États qui mettent à la disposition de la CPI les prévenus. Les cas avec Thomas Lubanga, c'est chez nous, tous les États. Et au cas où le Conseil d'État saisit la CPI, et c'est la CPI lance les mandats, les enquêtes, les poursuites contre quelqu'un qui est sur l'étendue d'un État non membre de ce pays, il appartient aux autres États membres de l'organisation de collaborer avec la CPI pour mettre la main. Si les autres membres refusent de collaborer, la CPI est neutralisée. C'est le cas avec El-Bashir, qui a même été à Kinshasa. La RDC est membre.
n'avait pas exécuté le mandat. De même, quand El Bachir a sillonné toute l'Afrique, l'Afrique du Sud avait refusé tous les États. Mais nous espérons maintenant que, comme il a été déchu et qu'il est en détention au Soudan, à l'avènement d'un coup d'État qui a eu lieu là-bas, nous espérons que l'actuel gouvernement soudanais peut déférer ses suspects à la CPI. Et donc, ce soit le Conseil de sécurité qui saisit la CPI par son organe, le procureur, soit que l'État lui-même, qui n'est pas membre, fasse une déclaration et dépose cette déclaration auprès du secrétaire général de l'ONU, reconnaissant expressément la compétence de la CPI, de connaître les crimes commis sur son territoire. Donc, l'État non membre de la CPI peut déposer une déclaration reconnaissant expressément la compétence de la CPI de connaître les crimes de sa compétence qui sont commis sur son territoire. Donc, c'était le cas avec le trichement du Conseil. Non, pas sans passer par le Conseil. Le Conseil peut se saisir de lui-même de ces cas et déférer à la CPI. Mais l'État lui-même, qui n'est pas membre, qui n'a pas ratifié, qui n'a pas ratifié les statuts, qui constate qu'il y a eu des crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, comme je relèvent de la compétence relevant de la compétence de la CPI, qui sont commis chez moi, et que cet État qui n'est non membre peut reconnaître officiellement, expressément, la compétence de la CPI. Et à cette condition, la CPI peut connaître le cas du soumis. Bon, maintenant, après la connaissance de ces crimes, le pays va continuer à être membre ou seulement... il n'est pas membre. Il a saisi la CPI seulement pour juste il n'est pas membre. Juste il y a eu les faits qui ont été commis. Ça ne fait pas de lui membre. Ça ne fait pas de membre. Il reconnaît seulement la compétence de la CPI. Oui. C'est ça qu'il y a eu avec ce que je voulais dire dans le cas de la Côte d'Ivoire, avec le président Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo a été déféré à la CPI, la Côte d'Ivoire n'était pas membre de la CPI. C'est à la suite de la déclaration de l'État ivoirien reconnaissant espècement la compétence de la CPI pour connaître les crimes, commis dans le cas de conflits post-électoral. C'est alors que la CPI a été compétente pour connaître les cas de Gbagbo, de son ministre Blé Goudé. Oui, c'est dans ce cadre-là. Même si c'est par après que la Côte d'Ivoire a ratifié maintenant le statut de... Mais ce n'était pas dans cette circonstance-là. Non. C'était juste après ça. Juste après. Juste après, la Côte d'Ivoire a ratifié le statut et actuellement est membre. Donc, des hypothèses pour que la Cour, la CPI connaisse les crimes commis sur l'étendue d'un État qui n'est pas membre à la CPI. C'est ça, c'est bon, maintenant, vous allez nous parler de la composition de cette Cour, maître. La Cour est composée de combien d'organes? Parce que nous entendons parler toujours de la Cour. Est-ce qu'ils ont le même système judiciaire que nous? Bon, en fait, la Cour pénale internationale, c'est un mixage de tous les grands systèmes judiciaires à travers le monde. Que ce soit les systèmes anglo-saxons, comme là, par exemple, le common law, le système romano-germanique, les lusophones. Tout le monde se retrouve dans les systèmes mis en place par les statuts de l'homme. Il n'y a pas de confusion vraiment? Non, il n'y a pas de confusion. Le statut est là, intègre toutes les procédures. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Nous avons nos sources de droit qui se diffèrent de leurs sources, comme là par exemple. Il y en a ceux qui croient que c'est la coutume qui
qui est la seule source du droit. Bon, maintenant, quand tous ces systèmes-là se retrouvent à la CPI, comment est-ce qu'ils seront tous organisés pour qu'il n'y ait pas vraiment des... Effectivement, les sources de droit, vous parlez de droit national. Mais ici, il s'agit de droit international. Voilà. C'est-à-dire qui englobe tous les États. Et la source, la première source, et la principale source, c'est les statuts, les traités. Les traités là. Ces statuts-là, c'est un traité international. Voilà, le traité qui donne naissance à ces droits. Qui crée cette institution. Donc, qui engage tous les États membres, en principe, qui sont signataires de ces traités. Donc, la source, c'est ces traités. Et en signant ces traités, les représentants de tous les États, de tous les systèmes judiciaires, étaient à l'Assemblée constituante de ces traités. Donc, là, le problème ne se pose pas. Donc, les anglophones se retrouvent, les francophones se retrouvent, les anglophones se retrouvent, le système international prend en considération toutes ces disparités, toutes ces différences. Et donc, le statut lui-même a prévu 4 organes. Organes la CPI, qui compose la CPI, la Cour pénale internationale. Le statut lui-même a, à son article 34, a prévu 4 organes. La présidence, il y a le président qui chapeaute la cour. Son adjoint qui chapeaute la cour. Il y a les chambres. Parlant des chambres, il y a les chambres de première instance, les chambres d'appel, la chambre d'appel, la chambre de première instance et la chambre préliminaire. Il y a le bureau, troisième organe, le bureau du procureur, et quatrième organe, le greffe. La présidence est assurée par un juge. Parce que la CPI se compose de 18 juges total, qui sont élus en tenant compte des représentations géographiques de tous les pays, toutes les langues. Les juges de la Cour pénale internationale sont élus. Sont élus par l'Assemblée plénière, l'Assemblée des États membres. Ils ne sont pas nommés. Non, ils sont nommés par qui? Ils sont élus. Donc, il y a un autre organe à part qui est en quelque sorte une instance législative de la CPI qui s'occupe de la gestion des dirigeants, des animateurs de la CPI. Le président, il nomme les juges, 18 juges, et les juges parmi eux élisent aussi. Vous avez dit que c'est le président qui nomme les juges? Non, non. Les juges sont élus par l'Assemblée des États membres de la CPI. Et ces derniers, les juges, élisent aussi le président. Au sein des 18 juges, ils élisent aussi le président. Maintenant, comme le bureau de procureur, le procureur lui-même est aussi élu par le procureur aussi élu par les juges. Même les greffes. Le greffier est élu par les juges. Bon, maintenant, est-ce que le principe de la hiérarchisation du ministère public est aussi respecté là-bas? C'est les mêmes où ils ont... Le système, de Rome, le système de Rome, le système mis en place par le statut de Rome, est considéré que la CPI elle-même englobe l'instance, les juges de la magistrature assis. Donc les juges assis et les juges debout. Oui. C'est-à-dire, le procureur lui-même est membre de la CPI. Membre de la CPI. Les juges sont membres de la CPI. Les greffiers sont membres de la CPI. Et donc, il y a le procureur et ses adjoints. Toute plainte, tout renseignement, toute demande passe par le procureur. Et le procureur, nous allons voir dans la saisine, il peut aussi se saisir d'office d'un cas et commencer les enquêtes.
Mais pour émettre les mandats, pour commencer une instruction, le procureur s'adresse à la chambre préliminaire. La chambre préliminaire, là, c'est considéré comme... obtenir l'autorisation. Vous avez parlé là de la chambre des appels. Il y a 3 chambres. Des appels. Il y a chambre préliminaire. De première instance. Première instance et chambre d'appel. Toute procédure... Quels sont les rôles de ces 3 chambres-là? Oui, la chambre préliminaire... Comment ils s'organisent? Son rôle, c'est de vérifier la recevabilité de la cause. Ça, c'est la chambre préliminaire. La confirmation des charges. Quand l'État est saisi, quand l'État défère une affaire devant la CPI, le procureur présente cette affaire à la chambre préliminaire. Comme la chambre d'études. La chambre préliminaire va procéder à la confirmation des charges. Voir si ces charges mises, c'est-à-dire les crimes qui ont été commis, qui sont reprochés aux prévenus, relèvent de la compétence de la CPI. Si ces crimes ou les faits mis à la charge des prévenus portent un caractère assez grave pour permettre que la Cour puisse analyser ou connaître, poursuivre, ou s'il y a possibilité pour la Cour de connaître. Ce n'est que quand la chambre préliminaire va confirmer la charge à l'égard des prévenus que l'affaire sera déférée à la chambre de première instance. C'est pour respecter les doubles degrés de juridiction. La Cour a à son sein la première instance et la chambre d'appel. Après avoir été condamné, tout prévenu a droit, son droit légitime de faire relever appel. Et la chambre d'appel est déjà préconisée là-bas. L'affaire réexamine et peut confirmer la condamnation ou infirmer, acquitter carrément. Mais il n'y a pas la cassation là-bas. Donc, qui va casser? Puis c'est la décision suprême, c'est la haute juridiction internationale. Sa décision là-bas, c'est que la décision est irrévocable. Inattaquable. Vous allez attaquer devant quelle instance? Puis ça devient inattaquable. Même ici chez nous, en droit interne, quand la Cour de cassation en matière pénale prend la décision en appel, elle devient irrévocable. Et doit être exécutée. Donc, en bref, il y a 4 organes, la présidence, les chambres, il y en a 3, la chambre préliminaire, la chambre de première instance, et la chambre d'appel. Il y a le bureau des procureurs et les greffes. Et les greffes. Parlons un peu du procureur. Parlons un peu du procureur. Vous avez dit ici qu'il y a la chambre préliminaire qui fait l'étude des faits. C'est pour dire que les procureurs de la CPI n'instruisent pas à charge et à décharge, comme c'est le cas avec nos procureurs. Parce que nos procureurs ont ce pouvoir-là d'instruire à charge et à décharge. Et donc là-bas, le procureur, quand il est saisi, il prend les faits, il envoie ça d'abord à la chambre préliminaire pour étudier, pour voir si ces faits relèvent de la compétence de la Cour. Oui, c'est une bonne question. En fait, je vous ai dit, Franck, que nous allons voir la saisine, les modes de saisine de la CPI. Dans les modes de saisine, il y a aussi les procureurs qui peuvent se saisir d'office d'une cause, d'une affaire, dans une situation donnée. Puisque là, il y a à faire une distinction entre une affaire et une situation. Il peut y avoir une situation, par exemple en RDC, il y a une situation qui soit propice de donner des crimes. Quelle est la différence là, maître? La différence, c'est que parler de l'affaire et de la situation. Quelle est la différence là? Donc, la différence, c'est-à-dire,
une situation, c'est un contexte qui renvoie à des faits qui ont eu lieu quelque part, qui ont eu lieu dans un État. Il y a des faits conflictuels qui ont eu lieu, par exemple, au Kasaï, dans la province du Kasaï central, par exemple. Ça, c'est une situation. Voilà. Maintenant, une affaire. Dans cette situation, on va sincèrement déceler plusieurs affaires. Comme au Kasaï central, situation c'est une situation donnée qu'on peut déférer à la CPI. Maintenant, analysant dans cette situation on trouve maintenant plusieurs affaires. On trouve plusieurs affaires. Affaires des experts. On a ouvert un procès là-bas contre quelques prévenus. Affaire de Kamonia. Affaire de Nganza. Mulombodi. Affaire Nganza. Affaire. Il y a plusieurs affaires. Mais une situation donnée. Voilà. Alors, on peut donner des renseignements au procureur, au cabinet du procureur, faisant état d'une situation telle part. Et le procureur, pour se saisir d'office, il a son cabinet, il procède aussi à l'examen pour voir si effectivement il y a lieu de conclure à des indices raisonnables pouvant donner lieu à la commission des crimes dans telle situation. C'est-à-dire, à ce niveau-là, on peut considérer qu'il est instruit à charge et décharge. Puisque s'il conclut qu'il n'y a pas lieu de signaler la commission des crimes, il déconsidère les renseignements. Il ne saisit pas la chambre préliminaire les enquêtes dans cette situation. S'il trouve plutôt qu'il y a moyen de mener les enquêtes, le procureur va saisir la chambre préliminaire pour lui donner l'autorisation de mener ces enquêtes-là. Même pour lancer le mandat, il a besoin de l'autorisation de la chambre préliminaire. Donc, tout le travail qu'il fait, il se réfère à la chambre préliminaire pour analyser à la lumière du droit international contenu dans les statuts de Rome, s'il y a possibilité pour que la Cour puisse mener les enquêtes dans une situation donnée où... C'est que par là, nous comprenons que le procureur de la Cour pénale internationale a des compétences limitées. Le procureur de la Cour pénale internationale a les compétences limitées aux crimes. Les crimes qui sont prévus en rapport avec l'article 5 du statut de Rome. Oui. Donc, c'est en rapport avec ces crimes-là que les procureurs travaillent par rapport aux demandes les soumises, les demandes de mener les enquêtes, les demandes de mener, de délivrer des mandats, des mandats d'amener et tout ça. Donc, il est limité en rapport avec la compétence des crimes qui sont prévus par les statuts de Rome. Mais il peut mener les enquêtes de son initiative. De son initiative, il met les enquêtes dans une situation donnée, tout ça, sans être contrarié par quiconque, par aucune instance, mais seulement avant d'enclencher les enquêtes, les poursuites, il doit se référer à la chambre pour examiner. Maintenant, quels sont les membres de cette chambre préliminaire? Ce sont les juges. Les juges. Les 18 juges se répartissent. Ah, ok. Il y a ceux qui sont dans la chambre préliminaire, il y a ceux qui sont dans la chambre d'appel. Et des appels. C'est toujours les 18 juges. Et les greffes s'occupent de l'administration en général. L'administration de la cour. C'est le greffe qui gère. Puisqu'il y a aussi les barreaux près la Cour pénale, internationale. C'est les greffes qui gèrent ces corps. Et quand vous avez besoin de choisir un conseil, les avocats près la Cour pénale internationale, les conseils sont les conseils près la Cour pénale internationale.
vous êtes prévenus, les greffes vous donnent la liste des conseils, des avocats qui sont admis à prester devant la CPI, et vous avez la latitude de choisir l'avocat de votre préférence. Un avocat de votre préférence. À ce cas-là, si vous avez la possibilité, vous pouvez payer cet avocat, ou tout à moins pour ceux qui sont indigents, les greffes aussi se chargent de prendre en charge les consultations, les études des greffiers, des avocats pour consulter les dossiers qui sont volumineux et défendre les clients. Donc, les greffes se chargent de l'administration. Gérer les prévenus, gérer les conseils, mettre en contact les avocats et les prévenus, les témoins, gérer les témoins, puisque les statuts prévoient la confidentialité, la protection des témoins, les témoins à charge, tout comme les témoins à décharge. Tout ce travail se passe par les greffes. Et donc, le travail est tellement bien organisé que chaque organe joue sa partition d'une manière... Nous avons la dernière question, maître. Concernant les pays non signataires de ces statuts de Rome, quelle est la juridiction compétente qui peut... la juridiction, je parle des juridictions internationales. Comme ils ne reconnaissent pas la compétence de la CPI, est-ce qu'il y a-t-il encore une autre juridiction judiciaire internationale susceptible de connaître les crimes perpétrés dans ces pays non membres de la CPI? International pénal, si vous parlez de juridiction internationale qui puisse s'occuper de la répression des crimes, nous sommes dans le domaine du droit international pénal. Et ce droit a eu sa consécration et la pratique effective avec la CPI. C'est la première expérience mondiale qui n'a jamais existé, qui a été préférée des années, je vous ai dit bien avant. Beaucoup de générations ont préféré voir cet événement, la création d'une institution internationale. Mais nous avons dans notre génération eu l'occasion, la chance d'en avoir. Et nous souhaitons que tous les États qui ne sont pas encore membres puissent devenir. En compensant pas les plus grands. Il faut voir les grands handicaps avec la CPC que les pays les plus puissants ne sont pas membres. Les États-Unis étaient signataires. Mais il a retiré la signature. Les États-Unis, ils étaient signataires du statut de Rome avant qu'ils puissent retirer la signature avec Bush le père, craignant que les Américains soient poursuivis dans le bévy qu'il y a eu en Irak. Il a non seulement retiré la signature des États-Unis, mais fait signer aux États membres, plusieurs États membres de la CPI, les contrats bilatéraux avec les États-Unis qui instituent l'impunité des militaires américains ou des sujets américains. C'est-à-dire, même la RDC a signé ces contrats bilatéraux avec les États-Unis pour affirmer qu'il ne peut pas transférer les sujets américains à la CPI. Donc les États-Unis ont mené une campagne contre la CPI, mais il faudra relever que les États-Unis ne sont pas opposés à l'existence de la CPI. Parce qu'il reste toujours des partenaires puissants. Je vous ai dit que le Conseil d'État a déféré des cas à la CPI.
les cas de la situation du Soudan avec le président El-Bashir et la situation de Libye. En Libye, les fils de Muammar Kadhafi. C'est le Conseil d'État qui avait Conseil de sécurité plutôt, qui avait déféré ces cas à la CPI, bien que la Libye avait au nom des complémentarités estimé que la Libye était à mesure de juger sur son sol ces cas-là. Et donc, en dehors des statuts de la Cour pénale internationale, au niveau international, il n'y a jusqu'alors aucune institution internationale qui puisse juger des crimes internationaux. Il y a des institutions qui jugent la violation des droits de l'homme. Oui. Il y a les institutions comme la Cour internationale de justice qui jugent uniquement les États en rapport avec les différents territoriaux et tout ça, autres différents. Mais sans avoir la compétence de juger judiciaire de juger les crimes internationaux. Non, les États peuvent aller devant la Cour internationale de justice. C'est comme le cas de la RDC avec l'Ouganda. Il y a eu des condamnations, mais jusque-là, on n'a pas encore exécuté. Et là aussi, la Cour internationale de justice a ses compétences, son fonctionnement. Je pense que nous allons transformer ces plateaux en la maison ou le temple du droit international pour permettre à nos téléspectateurs qui sont juristes et même les non-juristes aussi, parce que d'aimer le droit international. C'est le droit pour tous. Oui, puisque nous sommes en dehors de ces institutions internationales, nous devons avoir plusieurs juristes congolais qui soient à la Cour pénale internationale, à la Cour africaine des droits de l'homme, à la Cour internationale de justice. Et nous devons créer les milles dans la jeunesse congolaise et appeler même plusieurs juristes. Avec ces émissions, je crois que nous allons donner le goût du droit international aux juristes, aux néophytes du droit. C'est très important. Nous avons besoin vraiment d'avoir aussi les juristes qui prestent. Nous devons porter notre voix dans ces instances judiciaires internationales. Et même à partir des facultés de droit, les étudiants devront opter massivement pour les droits internationaux. Le droit international en général, le droit international humanitaire, le droit international des droits de l'homme, le droit international pénal, le droit international public. Et ça vous ouvre les horizons au lieu de rester cloîtré en droit interne, droit national, c'est bien, mais il faut aller à la compte des autres nous vous disons sincèrement merci. Contribuer à l'avancement du monde, du droit international. Nous vous disons sincèrement merci, Maître Dieudonné Tamboué, avocat au barreau du Haut-Katanga. Le plaisir était vraiment partagé cet après-midi. Je crois que vous avez écouté l'exposé d'un professionnel du droit. Si vous avez des questions à poser par rapport à son exposé, nous avons dit que nos numéros sont en bas de votre écran. Vous pouvez nous envoyer les textos, soit sur WhatsApp, vous nous écrivez sur WhatsApp. Nous allons lui poser toutes ces questions-là et vous aurez certainement des réponses. Comme lui-même vous a dit, que nous allons faire de ces plateaux le plateau du droit... Les temples du droit international. Les temples du droit international. Ça, j'ai adoré vraiment. J'aimais ça. En tout cas, c'était la voix de votre humble serviteur Franck Osvaldo Hill. Mon invité, il s'agit de Maître Dieudonné Tamboué. Derrière nos caméras, c'était King Mbweshi. Eugène Moisa, ce sont eux qui ont réalisé cette émission. Je crois bien, nous sommes sur le plateau de Genor TV. Je vais vous demander de pouvoir vous abonner massivement. Nous avons certainement besoin de vos abonnements. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Nous avons ce programme ici juste pour vous.
Posez toutes les questions et vous aurez des réponses. Par rapport aux questions que nous sommes en train de décortiquer ici, posez toutes les questions, vous aurez vraiment des réponses. Nous vous disons sincèrement merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Muhammad Ali, ladies and gentlemen.